quelle coopération. Une thématique, on va voir, qui est assez essentielle, hein, qui a émaillé nombre de discussions et des tables rondes depuis déjà 2 jours. Parce qu'aujourd'hui, les écoles de journalisme, quel que soit le bassin géographique où elles sont installées, se trouvent aujourd'hui à un carrefour critique. D'un côté, l'intelligence artificielle transforme les processus de production de l'information, ce qui bouscule, et on va en parler, les programmes de formation, et comment on adapte des programmes de formation à des contenus qui évoluent aussi vite. De l'autre, les relations entre médias, pouvoir et public se reconfigurent profondément. Cette situation nous oblige à repenser fondamentalement les approches pédagogiques. Faut-il renforcer l'enseignement des méthodes traditionnelles d'investigation et de vérification de l'info, ou explorer de nouveaux modèles narratifs? Comment les établissements de formation peuvent-ils collaborer concrètement au-delà des frontières géographiques et culturelles? On va voir des exemples concrets. Ça marche ou ça marche pas. On va justement rentrer dans le détail. Nos intervenants, à la tête d'écoles majeures en Méditerranée et en Afrique, confrontent quotidiennement à ces questions. Et on va voir que leurs expériences singulières nous éclaireront sur les possibilités réelles de transformation de la formation journalistique dans nos régions. Pour en parler, donc, Chinfora Konaté, directrice de l'école de journalisme de l'ISTC Polytechnique à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui pilote notamment le renouvellement régulier des maquettes pédagogiques. Myrna Abouzeid, doyenne du Jordan Media Institute en Jordanie, qui, justement, tu nous parles, Myrna, des difficultés que tu as pu rencontrer, mais aussi des initiatives qui ont été menées et qui ont finalement porté leurs fruits dans le registre de la collaboration. Mamadou Diaye, directeur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI au Sénégal, grande école, et président du réseau Théophraste, qui est un réseau extrêmement important puisqu'il regroupe l'ensemble des écoles francophones de journalisme à travers le monde. Sadok Amami, directeur de l'Institut de presse et des sciences de l'information, IPSI, en Tunisie. Et on va voir ensemble, hein, quand on a préparé cette table ronde, tu m'as parlé d'effondrement des médias. Ça va être intéressant que tu reviennes sur cette notion-là, parce que est-ce que l'effondrement des médias entraîne avec lui l'effondrement du système médiatique, entraîne avec lui l'effondrement des écoles, on va en parler. Et enfin, Laurent Bigot, directeur de l'école publique de journalisme de Tours, le PJT. Laurent qui mène de nombreux projets de collaboration et de coopération, on va aussi en parler. Pour commencer, une question à vous tous, et peut-être que vous pouvez prendre la parole successivement pour y répondre. Quel est, selon vous, le défi principal auquel est confrontée la formation des journalistes dans votre région aujourd'hui? Mamadou. Alors nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, globalement, la formation au journalisme déjà est confrontée à une situation assez compliquée sur le plan économique, parce que nous sommes censés former des journalistes après qui vont être recrutés par des groupes de presse. Et ces groupes de presse-là, pour la plupart, vivent une situation économique très, très compliquée. Et ça crée également une crise de la vocation concernant la pratique du métier. Mais si on se réfère carrément sur la formation en tant que telle, nous avons besoin de renouveler les pratiques. Renouveler les pratiques en nous conformant tout simplement à ce qui se passe aujourd'hui avec, comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle, les éléments relatifs à l'éducation aux médias et à l'information, les nouvelles pratiques aussi par rapport au fact-checking, parce qu'avec Laurent, on a eu à faire beaucoup de formations et avec d'autres partenaires pour permettre à nos étudiants de se frotter à ce qui se fait de meilleur à travers le monde. Nous ne mettons pas des spécifications africano-africaines, mais nous essayons de nous ouvrir au monde sur le plan des infrastructures, sur le plan du matériel, mais également sur le plan des compétences. Nous essayons de nous mettre sur les standards internationaux. Donc les défis, c'est de toujours voir ce qui se fait de meilleur ailleurs et d'essayer de les implémenter dans nos écoles. Merci. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages, Laurent? Est-ce que nous, en France, on a cette nécessité aussi de s'adapter, bien sûr, au format, mais aussi les questions de matériel qui se posent et d'adaptation constante de la pédagogie? Oui, la formation au journalisme, elle a ceci de particulier qu'elle doit préparer un certain nombre de jeunes professionnels au monde des médias tel qu'il est aujourd'hui.
sachant que elle ne cautionne pas forcément ces formations, la manière dont se pratique le journalisme dans ces médias parfois. Donc il y a une forme de difficulté là. Est-ce que tu peux expliquer c'est-à-dire que nous, quand on forme, tous, je pense, que ce soit en France ou ailleurs, au journalisme, on essaye de travailler en se disant que les gens vont faire le meilleur journalisme possible et qu'on va les préparer à toutes les configurations possibles. Alors effectivement, en tenant compte des aspects de vérification de l'information ou d'autres, tout un tas d'aspects techniques avancés parfois, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, on va les préparer à faire du mojo, du data journalisme, etc., etc. Et puis on est parfois on fait tout ça parfois dans un environnement où les rédactions finalement ne pratiquent pas ça ou ne le font pas de cette manière-là ou n'ont pas envie de le promouvoir tout à fait de la même manière que nous. Et donc là, il y a parfois une difficulté en fait d'adéquation entre l'outil de formation, quand il existe et qu'il est solide, et le travail des rédactions qu'on côtoie dans son pays, sur son terrain, etc. Et c'est vrai en France aussi, comme c'est vrai au sud de la Méditerranée, je pense. Biana, c'est un sentiment que tu partages, ce décalage qu'il y a entre les formations données aux journalistes et finalement la réalité du terrain dans les rédactions, ce qu'on leur demande de faire? Oui, en effet. Et puis ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours été confrontés à ce que nous, on enseigne dans nos écoles et à ce que la façon dont le métier est pratiqué sur le terrain. Donc oui, il y a évidemment le défi des nouveaux formats, ce monde des médias, cette profession qui s'invente chaque jour avec les technologies et il faut s'adapter. Mais aussi, je voudrais parler de deux choses peut-être un peu spécifiques de notre partie du monde. Je veux dire la Jordanie, le Liban, la Palestine. On est un peu sur une même configuration. Le défi qu'on a, c'est que le besoin du public de s'informer est là, et il existe et il est réel. Mais il y a en même temps un désenchantement, une méfiance vis-à-vis des médias traditionnels. Et donc, nos étudiants sont un peu perdus. Donc, où est-ce qu'ils vont exercer leur profession? On leur apprend, vous êtes au service du public, du citoyen. Il a besoin de la vérité, le plus possible de la vérité, proche possible de la vérité. Mais donc, s'ils font leur travail comme il se doit, et professionnellement et éthiquement, où est-ce qu'ils vont être à la rencontre du public? Parce que ce public, il ne regarde plus les médias traditionnels. Il est sur les réseaux sociaux, mais il ne croit pas aux réseaux sociaux et à ce qu'ils diffusent. Et donc ça, c'est un défi. Et l'autre défi, c'est malheureusement, et heureusement pour les confrères, nous, les miens, ils sont confrontés à un risque de mort. Donc, ils voient leurs collègues assassinés, tués, sans la moindre accountability. Et donc, ça leur fait peur et un peu, ça les fait prendre un peu de recul par rapport à la profession. Donc, d'un coup, il y a le risque de mort, d'être tué en exerçant son métier, en racontant ce qui se passe. Et d'un autre côté, il y a le public qui n'est pas au rendez-vous. On se fait tuer pour un public qui n'est pas là. Et donc ça se fait ressentir sur les bancs de nos formations. On attire de moins en moins, sauf les vraiment très convaincus et vraiment qui ont ça comme une vocation, comme un étudiant qui est là ce matin. On a du mal à attirer les meilleurs, Mais ça, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Enfin, moi, quand on a préparé la table ronde, ça m'a beaucoup surpris, cette idée que finalement, le métier était moins attractif, alors qu'on a toujours pensé qu'il y avait beaucoup de candidats pour, en fait, pas beaucoup d'employabilité derrière. Et quand tu as dit ça, c'est très surprenant. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez aussi, ce côté, finalement, il y a de moins en moins de candidats de volontaires pour être journaliste? Est-ce que c'est une profession qui n'a plus forcément le lustre d'antan? Oui, donc il y a d'un côté le métier en tant que tel, donc le public qui n'est pas au rendez-vous, l'état des médias. Notre collègue là disait que les médias sont en péril. C'est vrai, et il y a aussi une configuration sociopolitique qui fait que l'idéal du journalisme, il n'est pas au rendez-vous. Donc les étudiants sont là, confrontés dans la réalité à quelque chose qui ne ressemble pas à ce à quoi ils rêvaient. Et donc, ils sont un peu désenchantés. Et il y a aussi, d'un autre côté, une autre façon de faire de l'information et de s'engager avec le public qui est le content creation. Et il y a pas mal d'étudiants qui sont attirés par ce côté-là, par cet aspect-là.
où ils n'ont pas à se taper les pouvoirs publics et l'autocensure et quelquefois aussi la censure, ni aussi à confronter les dangers du métier sur le terrain, donc à être tué comme dans un cadre de conflit comme c'est le cas chez nous. Donc là, on s'engage, on communique avec le public, on se met en avant, c'est un peu le côté, je vais dire, un peu reproduction, et donc pas seulement information, et on fait de l'argent de ça. Donc on est là. Ouais. C'est vrai que c'est une situation que tu vois également en Tunisie. Alors, tu parlais donc d'effondrement du système médiatique. Est-ce qu'on est dans cette situation en Tunisie? Écoutez, une très bonne question. En vérité, la situation de la Tunisie est très complexe parce que la Tunisie a connu une transition politique qui a eu une fin assez complexe et inédite. Et donc, cette transition a été accompagnée par un processus à la fois d'émergence de nouveaux systèmes médiatiques qui est vite entré en crise, ensuite qui a connu ce que j'appelle un état d'effondrement. Ce ne sont pas les médias, il y a des fermetures d'entreprises médiatiques, etc., mais l'effondrement consiste à... C'est un état dans lequel les médias ne remplissent plus leurs fonctions. C'est-à-dire les médias existent, mais ils sont dans une situation assez particulière où ils ne sont plus capables de fournir un service raisonnablement acceptable. Par exemple, les médias en Tunisie en général, depuis 2011, font l'objet de campagnes de délégitimation de la part des populistes. Et la politique publique, en général, on dit que les élites n'ont pas de politique publique. En vérité, la politique publique des élites qui ont été au pouvoir depuis 2011 consistait à ne pas réformer les médias, à avoir une vision totalement instrumentale et utilitariste des médias. Ensuite, tout cela a débouché sur une crise systémique qui elle-même a débouché ensuite sur un effondrement, dans le sens où il y a une rupture totale, une crise de confiance, une rupture totale entre les médias et la société. Il y a un aspect qui me paraît assez particulier dans la situation des médias tunisiens, c'est ce qu'on pourrait appeler une déjournalisation des médias. C'est un concept assez particulier qui consiste à ce que les médias continuent à fonctionner, mais sans vraiment la fonction informationnelle. Les journalistes ont une place de plus en plus marginale dans le système médiatique, au profit du divertissement, au profit du détournement des médias, au profit de la communication politique. Mais tout cela m'amène à dire que les contextes sont très, très différents. Moi, j'explique, je fais un peu la promotion de mon dernier ouvrage, j'explique tout cela dans un ouvrage que je viens du public qui s'intitule « De la transition à la disruption ». En vérité, la transition a connu plusieurs formes de disruption. L'une de ces disruptions, c'est la disruption du système médiatique qui ensuite est devenue une source à la fois de l'échec de la transition et de la mise en échec, en vérité, du rôle et de la place et de la fonction des journalistes et des médias. Chafouar, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que... Je te donne le micro. La situation particulière du journalisme et des écoles, et surtout celle que tu diriges, qui est la principale école publique de Côte d'Ivoire. Merci Bruno, merci de me donner l'occasion de pouvoir participer à ce panel auprès de mon président Ndiaye et des autres membres du réseau Théophras ici présents. Alors, pour pouvoir parler de défis, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, je vais faire juste un état de lieu pour qu'on puisse comprendre un peu d'où on vient. Alors, il faut dire que le contenu de la formation au niveau de la Côte d'Ivoire, les maquettes pédagogiques, étaient liées aux réalités des textes de loi de la presse et de la communication audiovisuelle. Et ces lois-là de la presse-communication étaient majoritairement... ne prenaient pas en compte, on va dire, ne prenaient en compte que le journal papier et la communication audiovisuelle. L'ensemble des journalistes qui étaient formés avant étaient formés soit au CESTI, la plupart, paix à son âme, Madame Dioudan, qui a été formée au CESTI, Dr Alfred Damoussa, qui a été formé ici à Lille. Donc, tous ces anciens journalistes-là ont été formés hors de la Côte d'Ivoire parce qu'on n'avait pas véritablement de centre pour les former. Le centre qu'on avait, c'était le studio école de la RTI, donc ce centre qui était lié à la radio-diffusion-télévision ivoirienne, et donc il venait faire des mises à niveau avant de pouvoir retourner dans les rédactions. Et donc, les formateurs eux-mêmes
il n'y en avait pas suffisamment, et donc ils n'étaient pas formés à la pédagogie, ils n'étaient pas formés ils n'étaient pas journalistes parce qu'ils ont appris le métier sur le tas, donc ils n'avaient pas de formation. Et c'est par la suite, avec l'arrivée de toutes ces personnes qui ont été formées à l'international, qui ont pu intégrer, et donc on a pu faire les formations. Au début des années 90, on a eu la création de l'ISTC Polytechnique, dont l'école de journalisme fait partie. Et il y avait également l'EFAP, l'école française des attachés de presse. Donc, c'était les deux établissements qui formaient au métier du journalisme au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, depuis les 5 dernières années, la réalité n'est plus la même et nous avons des praticiens de métier et nous avons également les technologies nouvelles, les technologies de l'information, la mutualisation, on va dire, des métiers et l'irruption de l'intelligence artificielle dont on a parlé ce matin. Et donc, qui dit nouveaux médias, parce que l'Internet a donné naissance aux nouveaux médias, et donc qui dit nouveaux médias dit nouveaux métiers et donc nouvelles formations. Et donc, c'est à ces défis-là que nous sommes tous confrontés. La question de la formation à ces nouvelles choses qui sont créées, notamment l'intelligence artificielle. Et nous essayons de nous adapter à cela pour pouvoir relever le défi par des partenariats, notamment avec l'INA que nous avons, pour pouvoir déjà former les journalistes reporters d'Images Médias Global depuis 4 ans maintenant que nous exerçons. Par la formation de journalistes au niveau national, en collaboration avec CFI, et Laurent Bigot nous accompagne dans cette formation pour que les journalistes soient opérationnels dans le domaine de la désinformation, du fact-checking, ainsi de suite. Donc, c'est ce défi que nous essayons de relever au niveau national pour que nos journalistes soient au point. C'est près de 250 journalistes qui seront formés sur les questions. Alors justement, Laurent, quand on s'est parlé en amont, tu disais, et c'est revenu aussi dans vos propos, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de sédimentation. Il y a un empilement, et il n'y a finalement pas de sédimentation. C'est comme si on plantait des graines et qu'elles ne prenaient pas. Est-ce que cette image est correcte ? Oui, alors je vais expliciter un petit peu, c'est-à-dire que quand j'évoque ça, c'est relatif notamment au programme de formation continue qui sont menés en Afrique particulièrement, parce que on a cette expérience d'avoir accompagné un certain nombre d'organismes, de fondations, mais même d'ambassades sur des projets de formation très courts, parfois une semaine, parfois un petit peu plus. Et on a l'impression d'être venu poser en fait des choses, essayer d'empiler des choses parfois un peu techniquement avancées, parfois journalistiquement avancées, sur déjà des bases qui étaient parfois très friables, des bases des fondations pas forcément solides, et avec une portée très limitée parce que pas forcément coordonnée avec ce qu'attend le terrain, justement ce qu'attendent les rédactions également. Donc, cette expérience-là, on l'a vécue beaucoup de fois, vraiment. Et on s'est dit que c'était certainement pas comme ça qu'on allait pouvoir faire avancer ce sujet de la formation dans les pays qui en ont le plus besoin. Bon, là, on est finalement entre représentants... je me retrouve plutôt au milieu de représentants d'écoles qui sont bien structurés, qui sont organisés, qui forment à un bon niveau, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de pays où des programmes sont menés pour essayer de combler le manque, justement, de formation initiale par des formations continues. Sauf que toutes les formations continues qu'on vient poser dans ces pays, on les pose sur des acquis qui ne sont pas suffisamment solides parce qu'il n'y avait pas justement les formations de départ, les fondamentaux au journalisme suffisamment connus, etc. Donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'accompagner davantage des programmes longs ou des programmes plus structurants, ou en tout cas on essaye de plaider ça, y compris auprès des bailleurs, en disant il faut déjà avoir les possibilités d'implanter ou de consolider des formations initiales dans ces pays. C'est ce à quoi peut servir le partage d'expérience, par exemple dans un réseau comme Théophraste, pour les écoles francophones, mais d'autres réseaux également. Et on se dit que c'est probablement ainsi qu'on arrivera à faire en sorte qu'un petit peu partout, il y ait des journalistes qui sont en mesure de produire ce qui est attendu dans cet environnement effectivement complexe, techniquement aussi complexe, mais qui a quand même besoin de ces fondamentaux si on veut continuer à faire vraiment du journalisme, quoi.
Sadok, c'est une situation qu'on retrouve en Tunisie. Hein. Oui. Il y a un empilement depuis les printemps arabes, de formation, tout le monde y est passé. Enfin... Il y a un empilement de programmes, d'initiatives, de projets. La Tunisie est probablement le pays qui a le plus connu de programmes initiés par les organisations de ce qu'on appelle Media Development. Tous les acteurs de ce secteur ont évolué, travaillé en Tunisie. Moi-même, j'ai été le directeur d'un centre de formation pour les journalistes professionnels. Mais tout cela a débouché sur rien du tout. Franchement, hein, je dois dire les choses telles qu'elles sont. Au contraire, actuellement, le journalisme en Tunisie est en crise. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a possibilité de voir les choses autrement. Le problème n'est pas uniquement à situer au niveau de l'inefficacité ou des problèmes au niveau de la formation initiale. Le journalisme est une pratique qui ne peut être fonctionnelle que si elle évolue dans un écosystème. Et cet écosystème est complexe. L'écosystème est constitué de politiques publiques, constitué d'environnement technologique, d'environnement économique, etc. Alors, si on vient insérer des programmes de formation pour les journalistes professionnels dans un écosystème dysfonctionnel, dans un contexte où les politiques publiques soit sont inexistantes, soit ont pour objectif d'instrumentaliser les médias, alors ces programmes de formation vont être inefficaces. À mon avis, c'est la vision que je défends. Il faut avoir une vision systémique du journalisme. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur la formation. La formation est à situer dans un contexte plus global qui concerne à la fois la manière avec laquelle la profession évolue dans des contextes politiques, le contexte technologique, le contexte économique et le contexte institutionnel. Là, on parle de formation continue. Il y a un vrai problème aussi, c'est que les rédacteurs en chef, la plupart du temps, ne libèrent pas leurs équipes pour aller en formation. On le voit, il y a l'absentéisme lors des sessions de formation. Ils ne sont pas mobilisés pour que leurs équipes aillent se former. Il y a ce souci-là aussi, donc de sensibilisation des managers à la formation de leurs équipes, notamment en formation continue. Oui, sans parler aussi du fait que ces entreprises-là n'ont pas ni de centre de formation, ni de politique de formation. En vérité, ça, je reviens encore une fois à la complexité des contextes. Chaque contexte a ses spécificités. Ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est que dans le contexte tunisien, le journalisme qui a été promu à partir de 2011, ce n'est pas le journalisme d'information. C'est pas le journalisme informationnel. C'est plutôt un type particulier de journalisme que je qualifie de journalisme conversationnel qui pourrait ressembler un peu en France à CNews. C'est ce journalisme-là qui a été promu et qui s'est accompagné progressivement. Parce que c'est pas cher à faire. C'est un journalisme de conversation, c'est un journalisme d'émotion, c'est un journalisme de sentiment, c'est un journalisme peu coûteux, c'est un journalisme c'est du low-cost journalisme qui ne nécessite pas beaucoup de rédaction et ça fait connecter le monde journalistique au monde de la communication politique. C'est ce journalisme-là qui a été promu en Tunisie depuis 2011, au dépend du journalisme d'information qui est censé proposer au public des contenus de qualité. Chafora, voilà. Est-ce que tu... C'est lié aussi à ce qu'on pourrait appeler la déjournalisation. La déjournalisation est liée au fait de promouvoir un pseudo-journalisme, mais qui en vérité n'est pas du journalisme. Chafora, toi aussi, tu assistais en Côte d'Ivoire à un empilement des formations comme ça qui n'a pas réussi forcément à apprendre? Alors, les formations que nous pilotons à l'ISTC Polytechnique au niveau de la Côte d'Ivoire, bon, généralement, c'est des formations qui réussissent parce que la demande est forte. Quand je regarde, par exemple, parce que on a l'ASDM, l'autorité de développement et de soutien de la presse, qui met l'accent justement sur la formation. Et même au niveau de l'ANP, de l'agence ivoirienne de presse, qui met aussi l'accent, qui a son académie, qui a créé son académie de formation. De plus en plus, les journalistes et le ministre de la Communication insistent là-dessus. Il faut que les journalistes se forment. Il faut qu'ils se forment parce que généralement, comme tu l'as dit, ils sont toujours prêts à aller faire des reportages pour avoir ce qu'on appelle des per diem. Quand il y a des reportages, ils préfèrent aller faire ces reportages plutôt que de venir se former. Surtout que si la formation doit durer 100 jours, comme le cas du GRI par exemple, ils préfèrent aller faire le reportage, avoir 10 000 francs par reportage plutôt que de venir à la formation. C'est cette difficulté. Sinon, au niveau national, l'État fait tout pour que les journalistes puissent avoir ces formations et qu'ils puissent participer à ces formations. La liste est très longue. On a une liste de plusieurs journalistes. Quand on a fait l'étude de marché, quand on devait commencer la formation avec l'INA,
On a mais vraiment près de 1000 journalistes qui sont prêts à faire la formation. Récemment, on a fini la formation avec Bloomberg, la formation des journalistes financiers. La liste est vraiment... Jusqu'à présent, on en demande, mais c'est les moyens qui ne suivent pas, en fait. Donc, on va dire, ils sont prêts à se faire former pour être à jour, et c'est vraiment très important. Et l'État nous accompagne sur la formation qualifiante. On va revenir, justement, il y a le mot bailleur qui est sorti tout à l'heure, il y a maintenant le gouvernement. Et Mamadou Taï, tu as une position d'observateur au sein du réseau Théophras que tu pilotes. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure d'absence de fondamentaux de la part des journalistes. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates et est-ce que c'est quelque chose à renforcer au niveau de la pédagogie et des formations de journalistes au sein même du réseau? Alors, Laurent l'a dit, ça dépend des pays aussi, parce que le Sénégal a quand même eu la chance d'avoir un centre qui a pratiquement donné naissance à tous ces centres qui sont nés en Afrique de l'Ouest. Pour la vocation aussi, nous avons une école, le CESTI, qui est créée depuis 1965, et quand on organise un concours, on a entre 600 et 1000 candidats pour 35 places. Vous voyez? Donc, il y a une bonne partie de journalistes qui ne peuvent pas soit être formés au CESTI ou bien ne pas avoir de formation du tout. Mais il faut dire qu'il y a d'autres écoles en journalisme au Sénégal, qui forment ceux qui veulent entrer dans le métier. Mais il y a une bonne partie de ces journalistes-là qui sont dans les rédactions et qui n'ont pas bénéficié d'une formation initiale. Donc, à ce niveau-là, la formation continue devient une nécessité. Et avec le gouvernement du Sénégal, nous avons un programme qui s'appelle la formation du Fonds d'appui à la presse, qui consiste à récupérer ces journalistes-là qui sont dans les rédactions et qui n'ont pas de diplôme pour leur offrir une formation d'1 année. Mais nous avons aussi parfois, pour cette formation-là, les mêmes problèmes que rencontrent les polytechniques par rapport à la disponibilité de ces journalistes-là. Pour les prendre dans cette formation, les chefs d'entreprise doivent leur signer une autorisation, mais quand on commence la formation, ils les prennent pour aller couvrir telle ou telle activité. Parfois, le journaliste lui-même te dit nous n'avons pas souvent le transport parce que si je viens, je perds de l'argent au niveau du... Donc, on a été même obligés, nous, au niveau du conseil d'administration du CESTI, de leur voter même, disons, une bourse que nous leur donnons. Chaque mois, en fait, les journalistes sont payés pour venir se faire former. En tout cas, nous avons ces expériences-là. Mais il y a un fait qu'il faut souligner par rapport à ce que disait Laurent, par rapport à l'empilement. Moi, je pense que les organisations internationales ont une part de responsabilité. Parce qu'en général, elles ne se renseignent pas souvent sur ce qui se passe sur le terrain, sur l'existant. On se réveille un jour, on voit que, CFI va faire une formation sur le fact-checking. Voilà, à Dakar, avec un expert qui vient de, etc. Ça peut être une autre organisation, etc., etc. Et tout ça, quand vous le faites, alors que l'école vient à peine d'organiser une formation de 2 mois sur la même problématique, ça devient inintéressant, bien sûr. Les gens qui viennent là-bas, c'est pour passer 2 ou 3 jours à l'hôtel, avoir des per diem et surtout avoir un certificat, une attestation à la fin. Mais en réalité, ça n'apporte pas grand-chose à la profession. Et c'est la raison pour laquelle, et Laurent l'a dit, dans le document que nous avions fait sur la désinformation, sur la cartographie, il faut que tous les intervenants, tous les acteurs puissent harmoniser. Voilà. En tout cas, moi, j'en profite aussi pour parler d'une initiative que nous devons mener avec CFI sur la formation continue en Afrique. On va essayer d'identifier des centres comme la Côte d'Ivoire, l'ISTC, le Bénin et le Cameroun et le Sénégal pour essayer de mettre en œuvre une formation de formateurs qui pourraient plus ou moins décharger ces organisations internationales pour qu'elles puissent faire confiance aux intervenants de ces écoles-là pour assurer cette mission. N'empêche que dans le cadre de nos partenariats internationaux, rien ne nous empêche de travailler avec les écoles partenaires dans ces domaines-là. On va revenir sur la formation de formateurs parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Myrna, tu diriges un master en Jordanie où là, pour le coup, c'est très particulier parce que les étudiants qui viennent et qui rentrent dans ton master n'ont pas suivi de cursus préalable de journalisme. Comment on fait quand on a des étudiants à Bac+4 qui ne connaissent rien au journalisme? Comment on fait pour
les sensibiliser, leur apprendre les bases, les fondamentaux? Est-ce que c'est si simple que ça? C'est pas simple, mais c'est quand même passionnant parce que voilà, j'évoquais tout à l'heure que on a ce qu'on recrute ceux qui sont vraiment convaincus par le métier et qui veulent exercer le métier de journaliste, c'est-à-dire qu'ils ont des histoires à raconter. Et c'est ça la spécificité du GMI, c'est que nous on accueille toute personne, quelle que soit sa formation de départ, qui a envie de pratiquer le métier, de raconter les histoires de l'environnement, de l'agriculture, de la médecine, de la santé, ainsi de suite. Et chez nous, ils vont faire cette formation initiale, comment écrire, comment produire de l'information pour l'écrit, pour l'audiovisuel, comment accompagner les transformations du métier, donc varier les différents formats, comment adresser le public, et surtout apprendre l'éthique du métier, la déontologie du métier. Parce que Sadok évoquait l'écosystème, il faut toujours contextualiser l'information. On produit une information pour un public et ce public, il a une configuration, il n'est pas inconnu. Donc le public, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend et de quoi il a besoin. Donc c'est ce qu'on essaie, nous, de leur inculquer surtout. Ne faites pas, pardon, avec tout mon respect, mais ce n'est pas un métier de fonctionnaire. Vous n'êtes pas là pour observer un certain nombre d'heures et à remplir des fonctions qui sont délimitées à l'avance. Vous êtes là pour aller sur le terrain, chercher l'information, écouter les gens et ensuite reporter sur ce que vous racontent les gens parce que c'est ça, vous êtes le vecteur avec les autorités publiques et votre devoir, c'est de donner cette voix à ceux qui n'en ont pas pour que les autorités les écoutent. Donc, la déontologie, l'éthique, les principes fondamentaux du métier, c'est ce qu'ils apprennent à GMI. Et c'est pourquoi on dit de notre formation qu'elle est une période de transition, de transformation. Donc, ils coupent avec ce qu'ils étaient avant et ils deviennent des journalistes. J'aimerais évoquer quelque chose au niveau de la formation continue, surtout pour ce qui est demandé et ce qui est recherché. Donc, il y a un côté où la formation publique, parce qu'elle existe encore dans notre parti, il y a les politiques de formation, mais il n'y a pas les moyens de cette formation. C'est-à-dire que le gouvernement, oui, il est pour que les gens continuent à se former, et la formation pour eux, c'est rime avec nouvelles technologies. Donc, on voudrait faire une formation de 5 jours sur les outils IA et comment les intégrer dans les médias. Mais derrière cela, comment adapter la production journalistique aux outils et comment tirer le meilleur avantage de ces outils pour une meilleure information, ça n'existe pas. Donc l'objectif, c'est de remplir un fichier Excel avec un nombre d'heures et puis être rémunéré à la fin et surtout obtenir une promotion dans son poste. Mais qu'est-ce que ça change à la qualité de l'information? On ne s'en occupe pas. Laurent, il n'y a pas une course en avant des écoles comme ça qui chercheraient toujours à s'adapter en permanence, alors que le temps de la pédagogie est un temps long. On a besoin aussi de sédimenter les savoirs, de mettre en place des scénarios pédagogiques pour transmettre. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un peu perdu ça dans les écoles pour être plus attractif, pour séduire davantage et pour coller au maximum aux évolutions d'un métier qui n'arrête pas d'évoluer en temps réel, quoi. Oui, certainement, coller aux évolutions d'un métier, coller aux demandes des rédactions qui veulent que les jeunes journalistes sachent faire tout ce qu'il y a besoin de faire quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'une innovation vient de sortir et l'année d'après, il faut former des gens capables de la prendre en main. Coller aussi aux souhaits des jeunes journalistes, en fait, qui souhaitent aussi être formés d'abord à des techniques. Ils sont souvent plus prompts à s'emparer de technologies qu'à s'emparer de l'éthique, de la déontologie et du reste, et des fondamentaux, parce que c'est plus compliqué, parce que c'est forcément que c'est plus naturel d'aller tout de suite vers l'outil et de se dire si je maîtrise l'outil, je suis journaliste. On a tendance à penser ça, alors qu'en réalité, c'est quand même du côté des fondamentaux que ça se passe, et donc on essaye, nous, et on le voit bien, hein, même
même dans notre cursus de master, dans lequel on continue à demander un mémoire de recherche aux étudiants. Bon, c'est pour un master, ça peut sembler normal, mais enfin, c'est quand même une originalité en France dans les écoles reconnues aujourd'hui. C'est-à-dire que les mémoires de recherche ne font plus vraiment partie des programmes pour les écoles reconnues en journalisme aujourd'hui en France. Bon, voilà, parce que c'est pas ce que cherchent les jeunes. On a l'impression de perdre du temps à faire ça, alors que en réalité, c'est comme ça qu'on commence à réfléchir en profondeur au sujet, qu'on apprend à être capable d'apporter une réflexion nouvelle sur une thématique, savoir se renseigner un peu plus en profondeur que juste avec des entretiens superficiels avec des interlocuteurs. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une sorte d'écart en réalité entre un certain nombre de demandes, d'injonctions qui viennent du monde professionnel et qui viennent aussi des jeunes publics qui ont tendance aussi, compte tenu de ce qu'ils voient un petit peu partout sur les réseaux sociaux et sur le web, à se dire que être journaliste, finalement, c'est peut-être militer pour une cause, c'est peut-être vouloir faire avancer la cause environnementale, pourquoi pas, ou tel projet politique également, mais qui ont quand même de plus en plus, on trouve, nous, en tout cas, de mal à s'emparer d'une vraie démarche profondément journalistique, d'authentification de l'information, par exemple, d'investigation ou de travail en profondeur des sujets. C'est quelque chose que tu constates aussi, Chafora, la difficulté à développer des pratiques qui sont en fait les fondamentaux de notre métier. Oui, merci Bruno. En ce qui concerne l'ISTC, déjà, nous avons ce qu'on pourrait appeler la formation initiale diplômante, qui rentre avec la licence pour faire une licence ou un master, et puis la formation continue, la formation à la carte, la formation qualifiante. Alors, en ce qui concerne, par exemple, la formation qualifiante, de nos projets que nous menons au niveau de l'ISTC, on a constaté que déjà au niveau des professionnels qui viennent pour se former sur un certain nombre de jours, sur 1 mois, sur 2 mois, ainsi de suite, ils ont pas mal de lacunes. C'est vrai qu'ils ont peut-être 15 ans de métier, mais ils ne maîtrisent pas encore, mais vraiment il y a beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre. Et même en termes de formation initiale, il y a certains qui travaillaient déjà à la télé, qui travaillaient à la radio, mais quand ils arrivent à la formation, ils se rendent compte que, mais en fait, ils n'ont rien appris, que c'est maintenant qu'ils sont en train d'apprendre leur métier, les règles même de base du métier de journaliste, c'est maintenant qu'ils sont en train de le faire, et d'où l'importance de la formation. Et il faut dire que nous renouvelons chaque année, tous les 3 ans, on va dire, nos maquettes pédagogiques pour pouvoir l'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux métiers qui se créent, ainsi de suite. Et ces maquettes-là respectent les normes qui sont régies par le CAMES. Le CAMES dit qu'il faut avoir des unités d'enseignement fondamental, il faut avoir des unités d'enseignement de méthodologie, il faut avoir des unités d'enseignement de culture générale et puis de spécialité. C'est-à-dire que dans une maquette, il faut pouvoir retrouver tous ces éléments-là et de façon cohérente d'une année à une autre, de telle sorte que à partir de la première année jusqu'en licence, quand il finit sa formation, qu'il ait le maximum de connaissances et à jour, en fait. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire concernant cela. Merci. C'est vrai que toi, vous avez pris le parti de l'évolution, donc avec 2 solutions qui sont en train peut-être, en tout cas c'est ton pari je crois, de sortir de l'ornière, avec l'idée que on va former des journalistes qui pourraient être des correspondants internationaux. Ça c'est la première piste que tu peux peut-être décrire. Et la deuxième, et je te laisserai la décrire ensuite, c'est le journalisme entrepreneurial. C'est ce que Myrna aussi, je crois, tu cherches à développer. Oui. En vérité, en Tunisie, nous avons, en tant qu'enseignants de journalisme, en tant que responsable d'une institution de formation en journalisme, nous avons, parce que l'IPSI, quand même, je dois le dire, c'est une institution qui comporte plusieurs composantes. D'abord, il y a la formation initiale et les masters en journalisme, mais aussi on a un département de communication et un programme de doctorat. Donc, nous accueillons plus de 100 chercheurs en doctorat de l'ensemble du monde arabe. Donc c'est un système assez complexe. Et en concernant le journalisme, le problème principal pour nous, c'est l'employabilité des journalistes. Parce que le système médiatique, le secteur vit une crise profonde, que je qualifie moi d'effondrement, collapse en anglais. Et donc, nous avons des problèmes énormes
qui nous pose un problème moral, parce que nous, on est en train de former des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi dans le secteur. Et ça, c'est un problème moral. C'est un problème moral énorme, important. Donc, pour nous, l'idée, c'est de... L'IPSI a connu des innovations. Nous avons créé un master de communication politique. Ce n'est pas lié à la transition politique parce qu'il y a eu tout un changement au niveau de la vie politique. Ensuite, nous avons créé un master en cross-média, journalisme digital, et le premier et, je crois, l'unique master en journalisme d'investigation. Maintenant, ce master pose problème parce qu'aujourd'hui, la situation est difficile et complexe. Donc, l'investigation n'est plus un genre journalistique qui est très apprécié. Donc, les pistes sur lesquelles on travaille, nous avons la possibilité actuellement de travailler avec des partenaires internationaux pour développer un programme de journalisme international, parce que les étudiants tunisiens ont cette qualité de parler plusieurs langues, anglais, français, arabe, etc. Et donc, l'expérience montre que notre formation a permis à plusieurs étudiants de trouver des places dans des médias internationaux. Ça, c'est la première piste. La seconde piste, c'est de renforcer la formation en journalisme digital. Mais surtout, la troisième piste qui est très intéressante pour nous, parce que l'université à laquelle nous appartenons développe des programmes en entreprise, auto-entreprise, entrepreneuriat. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'occuper, mais c'est une idée qui est en chantier, hein, elle n'est pas totalement affinée, totalement... C'est l'idée de former des journalistes qui sont capables d'occuper le terrain des réseaux sociaux et de créer des micro-médias et de se placer, pas comme influenceurs, mais qui sont... C'est un peu ça quand même. Oui, c'est un peu ça quand même. Mais c'est un peu ça. Mais c'est une réflexion. Ce n'est pas encore quelque chose qui est complètement, comme je l'ai dit, affiné. Mais c'est toujours dans la perspective de donner la possibilité à nos jeunes de trouver un emploi, parce que l'emploi est à la base de la dignité. Il n'y a pas de dignité sans travail, voilà. Donc, et ça demande. On a ouvert un programme cette année. On a eu beaucoup de candidats et ils sont formés à la fois aux techniques d'entreprise, aux techniques de management des projets, de création de projets. Donc, nous avons des programmes qui vont permettre aux étudiants d'être capables de mener une réflexion sur une innovation. Et c'est un peu comme comment on appelle ça, un digital lab ou donc, ça leur permet Mais c'est une piste, hein, c'est une piste parmi d'autres. En tout cas, nous, on est dans l'obligation de chercher des pistes, de réfléchir et de mettre sur la table des idées et des propositions. Myrna, c'est quelque chose que tu développes aussi, hein? Oui, en effet, on cherche à développer ça parce que justement, ce modèle d'être diplômé et puis aller chercher un emploi, c'est fini, ça. C'est fini, voilà. Je parle de la Jordanie surtout parce que l'écosystème des médias est vraiment très limité. Donc, les postes qui seraient disponibles, ça se limite, c'est comme une peau de chagrin, quoi. Donc, on essaie de les encourager à créer eux-mêmes des médias et j'ai bien aimé les micromédias. Donc, ce n'est pas tout à fait influenceur. Et c'est à la fois à cheval entre journalisme d'investigation, création de contenu, mais sur des niches. Donc, sur des sujets particuliers. Les médias de niche, voilà. Voilà, comme nos étudiants sont au départ des spécialistes dans des domaines spécifiques comme la santé, l'environnement, le génie, tout ça. Donc, ils ont la matière et ils sont capables, après la formation, de la transformer en matière journalistique, capables de toucher le plus grand nombre du public, donc de la simplifier. Et de la démocratiser. Et donc, ils ont un atout par rapport à cet écosystème qui leur permet de justement se lancer dans de petites boîtes. Ce qu'on essaie de faire avec des confrères et des consoeurs qui ont créé un incubateur, le premier en Jordanie, et je pense que dans le monde arabe, il n'y en a pas beaucoup. Ça s'appelle Madraj. Et donc, eux, ils les encadrent avec la formation entrepreneuriale, donc comment gérer un projet, comment lancer sa boîte, comment trouver des sources de financement, la direction d'une petite boîte, pour qu'ils essaient de démarrer. On a 3 projets de 3 diplômés qui ont été encadrés comme ça, et on en parlait hier. Il y en a justement un qui se lance, quoi.
C'est un petit pas, mais bon, qui est là et qui se lance. Et on essaie d'encourager les autres à faire de même. Surtout qu'actuellement, les nouveaux outils, la technologie permet à des coûts vraiment très faibles de lancer quelque chose et quelque chose qui soit respectable, donc qui produise de l'information correcte. Je pense que le modèle média généraliste qui fait tout pour tout le monde, c'est en régression. Donc là, le public, l'audience, il cherche vraiment des sujets sur des thématiques très précises. C'est ça le besoin que nous, on a la possibilité de combler et donc on les pousse à aller dans ce sens-là. Alors, qui dit nouvelle formation, dit forcément nouveau format et aussi, on le disait tout à l'heure, un peu le nerf de la guerre, c'est la formation des formateurs. Oui. Mamadou, est-ce que ça, c'est un enjeu aussi? C'est un enjeu. Oui, c'est un enjeu pour toutes nos écoles, hein, y compris pour le réseau Théophraste. Et je rappelle que, en tout cas, l'une des finalités ou l'un des objectifs du réseau Théophraste est toujours de parler, mais aussi de former sur les questions de l'heure, en tout cas les questions qui concernent la pratique journalistique. Pourquoi il faut former les formateurs? Parce que tout simplement, on ne peut pas être partout en même temps. Et je pense que nous avons souvent les mêmes besoins par rapport à nos écoles. Si il y a une nouvelle pratique, on a besoin, sur le journalisme d'investigation, mon collègue Sadok disait tout à l'heure que bon, c'est pas très prisé, mais aussi il faut dire que même au niveau des journalistes, il y a la demande, hein, bien sûr, mais souvent les sessions de formation qui sont faites ne sont pas adéquates pour donner les compétences par rapport à quand même cet exercice-là. C'est pas toujours évident. Et si donc on a des formateurs qui sont outillés dans nos différentes écoles, ça permet de mettre en œuvre cette compétence-là. Concernant aussi l'éducation aux médias et à l'information, aujourd'hui, c'est à la mode dans la lutte contre la désinformation. En tout cas, c'est un des outils de lutte contre la désinformation. Nous avons nos écoles, dans le cadre de notre dernier colloque à Lille, réfléchi et mis en œuvre un livret qui permettrait à toutes nos écoles de bien former dans j'allais dire dans cette discipline, mais non, voilà. Donc, vous comprenez ce que je veux dire un peu. D'ailleurs, le livret, excusez-moi pour la promotion, il est là. Le livret, il est téléchargeable, il est disponible sur le site du réseau Théophraste. Il y a quelques exemplaires aussi qui seront disponibles ici. Vous voyez, c'est le réseau Théophraste qui a fait ça dans le cadre de ces différentes activités. Et nous tous, écoles, si, par exemple, au niveau de Tours, Lille ou Bruxelles, l'éducation aux médias et à l'information est assez avancée, assez maîtrisée, ce n'est pas le cas dans nos écoles. Donc, en faisant ce livret-là et en formant certains formateurs, ça leur permet de prendre en charge ces questions-là dans nos établissements. Ça éviterait de faire venir des intervenants qui ne comprendront pas le contexte forcément, etc. Tous ces problèmes-là que nous évoquons, je pense qu'en formant les formateurs, on arrivera à outiller les écoles et à leur permettre de réaliser leur mission convenablement. Alors, Chinfora, on va parler de notre petite aventure. C'est ce qu'on a tenté de faire. Alors, c'était pas simple parce que c'était en plein milieu de Covid. Pour faire très simple, l'INA a développé depuis 10 ans une formation JR Immédiat Global, une formation sur 100 jours. Et grâce au hub franco-ivoirien, on a pu travailler ensemble à un transfert de compétences pédagogiques, donc à la formation de formateurs sur 4 éditions. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Alors oui, effectivement, depuis 2001, nous travaillons à former des journalistes reporters d'Image Média Global, il faut le signifier, avec l'INA. Alors, il y a la formation des formateurs, les forces, c'est-à-dire que ceux qui doivent faire, puisque le métier de JRI, c'est un métier très compétent qui permet à... Voilà, donc on a 3 formateurs qui dirigent 3 ateliers, les trois ateliers de rédaction pour former les stagiaires qui arrivent. Et cette formation est faite par l'INA, soit par Bruno lui-même ou par Mélanie d'Alsace qui forme nos formateurs, et je pense que ça se déroule parfaitement bien. L'année dernière, la formation, c'était sur l'intelligence artificielle que Mélanie a menée avec brio, avec nos 3 formateurs en GR Immédiat Global. Voilà, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci. Et c'est très important, j'insiste là-dessus, parce qu'il faut mettre à jour les formateurs. Et on n'a pas toujours les moyens, véritablement, à moins que, comme tu l'as dit, c'est dans le cadre du hub franco-ivoirien.
Donc, la formation a été préfinancée. Et après cela, je crois que c'était la 4e édition en 2024 qu'on a fini. Si nous sommes appelés à continuer, il nous faut encore d'autres bailleurs de fonds pour pouvoir nous accompagner pour continuer cette formation. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de personnes qui sont encore sur la liste, qui attendent au niveau de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui attendent cette formation très importante dont les journalistes dans les différentes rédactions ont besoin. Laurent, là on aborde la question de la coopération. C'est pas si simple que ça non plus. Là, nous, on a fait ça sur 4 ans, en plein Covid, c'était compliqué. On se confronte aussi à des visions du métier qui sont différentes. Comment on arrive finalement à mettre en place un projet de coopération? Est-ce que c'est forcément sur le long terme? Est-ce que c'est forcément, ça passe par des relations interpersonnelles? Comment ça se construit finalement pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il faut penser en termes de co-construction, surtout des programmes. Parce que arriver dans un pays pour y plaquer une formation dont on a tendance à penser qu'elle est la meilleure et que tout le monde devrait se l'approprier telle qu'elle, c'est un peu compliqué. On le voit notamment, puisque Mamadou il faisait allusion en termes d'éducation aux médias, c'est très bien d'arriver avec des choses qui ont peut-être été éprouvées depuis même plusieurs années ou voire plusieurs dizaines d'années en France, par exemple. Mais quand on arrive sur certains terrains, ça va pas du tout parler d'abord aux gens qu'on est en train de former. Les exemples seront pas les bons, la manière de s'y prendre sera pas la bonne, les arguments seront pas non plus les bons vis-à-vis de la population qui n'est pas réceptive aux mêmes phénomènes culturels, ce qui est tout à fait logique finalement. Quand on le dit, ça semble être une évidence, mais pourtant tout un tas de programmes existent qui ne prennent pas ça en compte. Donc voilà, je dirais que l'avantage qu'on a, c'est vrai que voilà, c'est un réseau qui se connaît et on a déjà des habitudes de travail ensemble, donc forcément c'est très facilitateur quand on veut échanger sur des projets, mais c'est pas aussi souvent le cas que ça, et très souvent la manière dont on s'y prend, c'est puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ce sont des bailleurs qui ont des objectifs, qui affichent ces objectifs et font un appel à candidature et un appel à projet. Des projets qui sont créés et qui semblent pertinents quand on décide de les mettre en application parce qu'on décide à Paris ou ailleurs que effectivement c'est dans ce sens-là qu'il faut aller et on devrait faire ça, et celui qui a l'air le plus avancé techniquement est certainement le meilleur, par exemple, alors que sur le terrain c'est pas du tout comme ça qu'est ressenti le besoin, que les outils sont pas, même de réception des publics ne sont pas du tout les mêmes, et qu'on va occulter totalement cette partie-là, finalement, et faire fi des réalités qui sont celles des interlocuteurs sur le terrain. Mais je voudrais juste ajouter un petit point qui me semble important, parce qu'on parle de formation pour les journalistes en Méditerranée et en Afrique. Alors bien sûr, c'est très très générique. Et là, finalement, on parle de pays qui ont quand même un outil de formation existant, solide, historique, etc. Mais il y a quand même, notamment pour la partie Afrique, un certain nombre de pays où il n'y a rien de tout ça, quand même. C'est-à-dire où il n'y a pas il y a peut-être eu une tradition de formation des journalistes à un moment donné, mais qui a disparu, ou qu'on a arrêté de financer et qu'on a fait disparaître. Et il faut voir, je suis rentré dimanche d'Afrique, voilà, d'un pays dans lequel globalement on essaye de limiter déjà l'accès global à l'éducation, parce que je pense que c'est aussi un moyen de maîtriser l'assise du pouvoir, donc ça existe aussi, et que donc on limite aussi l'accès à la formation en journalisme, parce que c'est ce qui permet de limiter également la liberté de la presse et puis l'arrivée d'éventuelles contestations. Donc c'est aussi ça, la réalité du journalisme et de la formation au journalisme dans certains endroits, et parfois en Afrique, ça existe de façon flagrante, quoi. Mamadou, cette pression du pouvoir, elle est réelle, elle est répandue, elle est en augmentation, on la sent encore de plus en plus fortement sur les écoles? Cette pression, bien sûr. Bon, disons que pour la plupart, nous sommes des écoles publiques, avec quand même
une assise sur les libertés académiques. Et souvent, nous avons des conflits avec nos différents États, en tout cas par rapport souvent à l'orientation que nous donnons à la formation, par rapport au contenu, mais même surtout par rapport aux effectifs. Je vous disais tout à l'heure que nous recrutons sur concours, mais le contenu de la formation, tous ces aspects-là, nous sommes dans une certaine liberté pour choisir, comme Mme Saint-Fora l'a dit tout à l'heure, des offres de formation. Mais souvent, il faut le dire, nous, on a subi beaucoup de problèmes parce que nous n'avons pas voulu massifier. À un moment donné, l'État du Sénégal a voulu que nous prenions des centaines de jeunes pour les former dans une profession qui souvent les expose à la précarité. Nous avons dit, nous, on ne peut pas former des journalistes dans un amphithéâtre. Il nous faut des effectifs maîtrisés avec des exercices, qu'on ne peut pas donner à des centaines. Il y a des pays qui ont cédé. Nous connaissons des écoles qui ont cédé, qui recrutent 2000 personnes par an, mais ça, c'est sûr que ça va impacter la qualité par rapport à la formation. Maintenant, en termes de représailles, qu'est-ce que nous subissons? C'est des coupes budgétaires, à n'en plus finir, où on nous dit que vos étudiants ne pourront plus recevoir la bourse comme avant, etc., etc. Mais nous restons sur cette position-là, parce que nous sommes conscients que pour former correctement des journalistes, on ne peut pas le faire d'une certaine façon. Maintenant, comme le disait tout à l'heure Laurent, il y a des pays avec lesquels nous travaillons qui n'ont pas forcément la possibilité de faire former des journalistes. Nous, dans notre philosophie de l'école, en tout cas, nous réservons, par rapport au panafricanisme, nous réservons un certain nombre de places chaque année à des étudiants qui viennent des pays environnants. C'est ainsi que nous accueillons souvent des Mauritaniens, nous accueillons des Bissau-Guinéens, des pays dans lesquels on n'a pas forcément une école, comme en tout cas les nôtres, qui pourraient former. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres organisations, des associations, notamment françaises, qui interviennent régulièrement dans ces pays-là pour essayer de donner quand même des compétences, des contenus à ces journalistes. Et ces collaborations, coopérations régionales, est-ce que c'est clé justement pour évoluer, pour sortir peut-être aussi de la mainmise de bailleurs européens, américains, anglais? Oui. Bernard, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est-à-dire, pour GMI, c'est un peu exceptionnel parce que nous, on n'est pas financé par l'État, donc nous, on est indépendants. Les étudiants autofinancent leurs études avec des bourses et des soutiens financiers qu'on leur produise également. Donc, ça, c'est une autre paire de manches. Mais la collaboration régionale, oui. Donc, comme mon collègue là, nous aussi, on réserve des places. On réserve des places à nos voisins directs, les Palestiniens, puisque pour eux, c'est presque impossible de sortir de la Palestine pour aller se former où que ce soit. Donc, ils viennent en Jordanie où ils ont une formation de meilleure qualité et, disons, une formation qui est libérée des contraintes de la Palestine. Mais notre modèle lui-même, il est basé sur cette ouverture. C'est-à-dire qu'au départ, GMI était conçu pour former des journalistes pour les médias arabes. Donc, notre formation, elle est en langue arabe, même si on leur exige de parler l'anglais ou le français ou une autre langue. Mais c'est formé en arabe pour qu'ils produisent une information de qualité en arabe pour les médias arabes. Là, on révise un peu notre modèle parce que justement, après le 7 octobre et la formation qu'on a eue sur l'extermination qui se produit à Gaza, on s'est dit qu'il ne faut pas seulement former nos journalistes en arabe pour parler à notre public, il faut aussi former nos journalistes pour qu'ils parlent au public étranger et leur racontent ce qui se passe dans certaines parties du monde. Pour parler de ce qui est des collaborations, oui, puisqu'on est dans des contextes qui sont plus ou moins semblables, on fait face plus ou moins aux mêmes défis. Donc là, Jordanie, Liban, Palestine, on était tous confrontés à une guerre. Et donc, oui, l'échange, ça permet l'ouverture pour les étudiants et aussi de voir qu'est-ce qui a marché chez les autres et qui pourrait être adopté sur place, ou aussi apprendre des leçons. Là où ça n'a pas marché, on n'a pas besoin de répéter les mêmes erreurs, quoi. Donc, oui, si j'ai encore le temps, moi, j'aimerais évoquer une autre collaboration, mais là, à travers les frontières,
avec nos collègues du QEJ, donc de Strasbourg. Ils ont ça comme modèle et je trouve que c'est pas mal. Cette délocalisation de leur programme de master annuel dans un pays où ils vont avec tous leurs étudiants et enseignants, avec une école locale, produire de l'information, que nous avons accueilli en Jordanie, au Jordan Media Institute l'année dernière, donc cette 60aine d'étudiants avec leurs enseignants, et où ils ont travaillé pendant 1 mois ensemble avec mes étudiants, ainsi que d'autres étudiants jordaniens, à couvrir une actualité jordanienne, à la produire en langue française. Évidemment, il y a le produit imprimé, mais il y a aussi tout le site web et les produits radio. Donc, cette actualité arabe, jordanienne, locale, mais en langue française pour un public français. Et je trouve que ce qui est, pour moi, le plus de cette coopération, au-delà du contenu médiatique, c'est cette proximité entre Français et Jordaniens, qui, ensemble, pour la première fois, ils se mettent ensemble, ils font connaissance, ils apprennent comment ils travaillent les uns et les autres. Avec des biais aussi. Hein. Avec tous les biais, avec toutes les idées préconçues des uns et des autres, et qui ont été déconstruits, démontés sur le tas, parce qu'on a découvert que, quand même, il y a beaucoup en partage, il y a beaucoup en commun. Nous avons des défis communs, on a nos différences, mais ce n'est pas un handicap. On peut faire outre, on peut dépasser et travailler ensemble, collaborer ensemble pour mieux connaître. C'est ça l'information, c'est ça le journalisme. Apprendre, connaître et transmettre et faire connaître. Donc je trouve que c'était quand même une expérience assez réussie. On arrive à la fin de cette table ronde avant de donner la parole au public. Juste une dernière question que vous n'avez peut-être pas appréciée parce que c'est une question très générale mais que j'aime bien. S'il y avait une initiative concrète qui pourrait transformer positivement la formation des journalistes dans les 5 prochaines années, une initiative concrète au sein de vos établissements, dans vos régions, ce serait quoi ? Alors, moi je dirais une meilleure synergie des actions. Et ça, malheureusement, on ne le fait pas assez. Bon, nous avons les idées, nous avons les compétences, mais souvent, ce qui manque, ce sont les moyens pour les mettre en œuvre. Avec la Côte d'Ivoire, on n'est pas loin, mais c'est la croix et la bannière pour déplacer un enseignant du CECI vers la Côte d'Ivoire ou vice-versa. On n'a pas souvent dans nos budgets qui sont très réduits ces lignes-là. Et donc, la synergie des actions dans le cadre d'organisations comme le réseau Théophas ou d'autres bailleurs de fonds qui peuvent nous appuyer à réaliser nos idées, c'est de nous aider à nous organiser. Enfin, nous sommes organisés déjà parce que nous avons tous des partenariats. Avec la Côte d'Ivoire, nous avons un projet de partenariat. Enfin, on a un partenariat qui est signé. On a un partenariat avec le Mali, avec beaucoup d'écoles, mais souvent, l'une ou l'autre école n'a pas les moyens de déplacer des enseignants et de les loger dans le pays qui invite pendant un certain nombre d'années pour donner des formations. Du coup, tout ce que nous faisons en général, nous le faisons sur l'appui des structures, notamment CFI ou Médias et Démocratie ou d'autres structures qui peuvent nous aider à aller dans un pays et faire des formations. Et ça, je pense que nous devons essayer de réfléchir sur cette viabilité-là qui pourrait nous permettre à réaliser cette synergie-là. Okay, synergie. Laurent ? Oui, c'est assez proche, mais ce serait stratégie, en fait. C'est-à-dire prendre le temps d'élaborer des vraies stratégies et pas seulement de faire un petit peu au fil de l'eau et dans le sens du vent un certain nombre de programmes de formation qui mériteraient davantage de réflexion et davantage de connaissance de ce qui se passe vraiment sur les différents terrains. Voilà, je pense que c'est ce que je dirais, oui. Merci, Myrna. Difficile à répondre. Bon, je dirais plutôt pas dans le cadre de mon école uniquement, mais dans le cadre de la Jordanie, gratuité de la formation, parce que c'est une plus grande démocratisation de la formation et de l'information. Sadak ? Pour moi, dans le contexte tunisien, l'enjeu, c'est l'accréditation. Parce que l'accréditation, parce que historiquement, notre institution a été un peu coupée de la profession, du secteur, de l'industrie et des médias. Et donc, les programmes étaient un peu isolés par rapport à leur contexte professionnel et médiatique. Ça, c'est un premier enjeu pour nous. Et nous sommes en train de réfléchir sur des procédures d'accréditation à la fois en Tunisie et à l'étranger.
Et à mon avis, la deuxième initiative ou la deuxième chose sur laquelle il faut s'engager, c'est peut-être s'ouvrir aux acteurs technologiques. Parce que j'ai remarqué qu'en général, les journalistes sont conservateurs, plutôt conservateurs. Peut-être un peu technophiles, mais ils n'ont pas envie vraiment de remettre en cause leur routine professionnelle. Et l'idée de remettre en cause, en Tunisie en particulier, ça a donné quoi ? Ça a donné le fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs non journalistes, non professionnels, qui se sont placés sur le secteur, par exemple, du podcast. Il y a beaucoup d'initiatives de podcasts, d'information, qui n'ont pas été initiées ni par des journalistes, ni par des étudiants de l'IPSI. Parce qu'il y a cette idée que, soit parce que la technologie est difficilement décryptable, parce que les gens n'arrivent pas à trouver le lien entre la technologie et le journalisme, soit parce que cette tendance dont parlait ma collègue, l'idée qu'un journaliste doit chercher un poste dans un média de préférence publique, parce qu'il a envie d'avoir la sécurité professionnelle, donc voilà, c'est d'introduire l'idée du risque et l'idée de la prise de risque et du changement. Chafora. Alors merci. Moi, je vais rejoindre le président Ndiaye par rapport à la question de la synergie entre différentes écoles, que ces écoles soient françaises ou africaines. Vraiment qu'on puisse se mettre ensemble pour surtout avoir les moyens. Il faut qu'on ait les moyens de pouvoir collaborer ensemble. Par moment, on a les idées. Moi, j'ai eu des enseignants qui sont venus d'ici. Mais après, ils disent, je ne viens plus parce que vous ne payez pas bien les gens. Nous sommes un établissement public. C'est les montants à payer pour un formateur, c'est déjà dans des tests et on ne peut pas sortir de là. Il faut payer son billet d'avion, il faut le loger, il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Mais on a cette volonté-là de pouvoir faire venir des experts, parce qu'il y a des gens comme Laurent Bigot qui est expert en fact-checking, sur les questions de désinformation. On a besoin d'eux en Afrique pour pouvoir former nos formateurs pour qu'ils soient à jour. Mais les moyens font défaut. Voilà, donc c'est déjà ça. Il faut inviter Eric, hein, il vient gratuitement, lui. Ah oui, Eric, ça c'est... Bénévolement, c'est mieux que gratuitement. D'accord, donc Eric, on t'attend à Abidjan aussi pour bénévolement. Donc il y en a plusieurs enseignants comme ça qui viennent après. Le montant qu'on doit payer, c'est des tests. On ne peut pas aller, on a un agent comptable qui vient du ministère de l'économie, on a un contrôleur budgétaire qui vient du budget. C'est vraiment difficile de pouvoir sortir des normes pour pouvoir donner des montants, parce que tout est contrôlé, c'est difficile. Voilà. Merci Chafora. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Je suis Chloé Nejma-Rondeleu, je suis doctorante en histoire et donc je travaille sur l'histoire d'une profession de journaliste en Algérie dans les années 1980, donc entre 1960 et 1980. Deux questions, s'il vous plaît. Une sur les langues d'enseignement, parce que vous en avez assez peu parlé, mais quand même, on est dans des pays où plusieurs langues sont officielles, et puis plus les dialectes. Voilà. Donc, dans quelle langue vous enseignez au sein de vos établissements? Et une deuxième question, donc en tant qu'historienne, plus sur les archives de vos écoles, notamment l'IPSI et le CESTI. Vous êtes deux anciennes écoles, vous avez toute une histoire et quel travail sur ces archives, quelle accessibilité aussi des mémoires des étudiants qui ont été faits peut-être dans d'anciennes années, qui sont pour les historiens de l'Afrique contemporaine des sources très importantes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, pour les archives, nous avons commencé un travail important de numérisation. Mais heureusement, toutes les archives sont bien conservées. Si vous êtes de la première promotion, c'est-à-dire diplômé de 1970, vous pourrez trouver vos travaux, vous pourrez trouver votre dossier, etc. Et vraiment, ça a été important. Nous pensons à accélérer cette numérisation parce que, comme vous le savez, notre école a été attaquée et incendiée le 1er juin 2023 dans le cadre de la crise politique au Sénégal. Le bâtiment n'a pas pris feu, heureusement. À côté, tout est parti. Tout le monde se demandait, voilà, et la médiathèque. Et dans cette médiathèque-là aussi, on a des archives de Jeune Afrique, de beaucoup de groupes de presse français et aussi mondiaux, mais qui datent des années 70 aussi. Voyez. Donc ça, c'est un travail important que nous faisons et c'est encore disponible au niveau de la médiathèque. Concernant les langues, nous, notre langue de travail, d'enseignement, c'est le français. On a également
des modules en anglais obligatoires de la première année au master. Mais en même temps, on a des partenariats. À un moment donné, vu l'influence de la Chine en Afrique, on a enseigné le mandarin pendant 3 ou 4 ans. Mais sur 2 ans, première année, mandarin, c'est obligatoire pour tous ceux qui sont en première année. Mais en deuxième année, personne ne prend le mandarin. Et donc, moi, quand j'ai été élu directeur, j'ai arrêté ça. L'objectif, voilà, c'est de voilà. Bon, comme ils n'en veulent pas, bon, on arrête. On enseigne en langue nationale, en Wolof, à le Fulfulde, voilà, Pulaar, quoi, je crois, et en Serer. Et ça, c'est important parce que RFI, Fulfulde et Mandinka recrutent régulièrement des étudiants du CESTI qui ont été formés sur ces langues-là. Voilà, donc nous avons en tout cas toutes ces langues nationales, mais en tout cas la langue de travail principale, c'est le français. Merci. Alors que concernant l'IPSI, l'institution dont je suis le directeur, les archives, nous avons beaucoup de formats d'archives. Nous avons une des plus anciennes revues en communication en journalisme qui s'appelle la Revue tunisienne de communication. Elle est très bien conservée, soit en format papier, soit en format numérique. Les archives en général sont très très bien gérées et conservées. Concernant les langues, nous enseignons en langue arabe et en français aussi et en anglais. Parce que bon, les Tunisiens ont cette capacité de parler plusieurs langues, même si aujourd'hui, parmi les étudiants, c'est la langue arabe qui l'emporte pour diverses raisons. La langue française est en recul partout en Afrique, mais il y a des programmes. Nous avons des enseignants qui préfèrent plutôt enseigner. En général, on n'impose pas de langue aux enseignants. Les enseignants sont libres d'enseigner, de choisir la langue qu'ils désirent et la langue qu'ils choisissent pour enseigner. Mais il y a obligation de donner aussi des supports pédagogiques dans des langues arabes. Surtout que l'IPSI notre institution est très ouverte sur le monde arabe parce que nous accueillons des étudiants, beaucoup d'étudiants du monde arabe, notamment des étudiants palestiniens. Voilà. Merci. Monsieur. D'accord, je m'appelle Sakar Nour, je suis sociologue. J'ai une question autour des... En fait, ça fait des années, aux sciences sociales, il y a un débat autour des questions de décolonisation des programmes scolaires. Et le curriculum, et comment on aurait pensé les questions, comment on enseigne les sciences sociales et tout ça. Mon question était autour, en journalisme, et surtout avec la crise morale et pratique des journalismes occidental après Gaza, est-ce que ce genre de débat de décolonialiser la formation des journalistes ait eu lieu dans votre travaux? Merci. Personnellement, cette question me pose un problème à la fois épistémologique et... Moi, je crois à l'universalité des principes journalistiques. Le principe de la recherche de la vérité, il y a des méthodologies en journalisme qui sont censées être universelles. Le principe de vérification n'est pas ni occidental, ni culturel, ni africain, ni asiatique. En général, on doit accepter l'idée qu'il y a des principes qui sont au-dessus de toute appartenance ethnique ou culturelle, parce que ce sont des principes qui peuvent être justifiés par la raison. Bon, moi, par rapport à la décolonisation, il faut dire que nous, c'est un processus que nous avons déjà réussi avant que le terme soit à la mode. Disons que le CESTI a été créé en 1965 par la coopération canadienne et française. De 1965 à 1980, notre école est dirigée par un Canadien. Ouais, ceux qui connaissent le Canada connaissent la famille Payette. Les journalistes, ils ont tous dirigé le CESTI de 1965 à 1980. Hervé Bourges aussi a beaucoup travaillé sur le CESTI. Et à partir de 1980, jusqu'à nos jours, le Sénégal a repris la gestion de l'école en mettant en place des mécanismes, des programmes qui concernent aussi notre vivre ensemble. Mais il faut dire que le journalisme est d'abord une discipline. Bon, nous, quand nous l'enseignons, tout ce qui est sociologie du journalisme, il faut dire aussi que nous ne pouvons pas évoquer ces modules-là sans citer des auteurs qui sont là, qui ont fait des recherches là-dessus. En même temps, nous avons, comme toutes les autres écoles, des masters, mais aussi des doctorats. On ne peut pas réinventer la roue.
Mais en même temps, on fait l'effort de faire intervenir des acteurs locaux. Et quand nous allons sur le terrain, moi, en tout cas, cette décolonisation-là, c'est là où ça intervient, parce que moi, j'accompagnais régulièrement les étudiants sur le terrain dans le cadre des sorties pédagogiques. Mais quand on va dans un village, par exemple, on voit une femme qu'on doit interroger qui dit « Moi, je peux parler, mais il faut que mon mari qui est là me donne l'autorisation. » Mais nous, on va aller chercher l'autorisation. Mais peut-être quelqu'un qui vient d'un autre contexte ne le ferait pas, etc. Nous essayons d'adapter notre pratique. Quand nous allons dans un village, vous voyez, ils sont allés, les étudiants d'une école sont allés en Jordanie, vous voyez. Nous, quand on va dans un village avec 30 étudiants plus 10 encadreurs, avant de faire quoi que ce soit, on va aller voir le chef du village pour lui dire que nous venons ici pour une semaine pour faire des productions journalistiques. Nous allons faire la même chose pour tous les chefs. Nous sommes allés une fois dans une localité, il y avait 2 chefs qui se battaient pour la chefferie. On a été obligés de voir tous les 2. C'est ça un peu, moi, l'idée de décolonisation, un peu, c'est dans ce sens-là. Mais nous sommes des écoles qui ont une fondation vraiment occidentale, ou occidentalisée. On ne peut pas ignorer notre passé, en quelque sorte. Bonjour, Stéphane Le Poitvin de Médias et Démocratie. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Mamadou sur le fait qu'un certain nombre d'associations, notamment françaises, viennent en Afrique pour faire des programmes, mettre en place des programmes qui sont parfois une duplication de ce que font déjà les écoles sur place et parfois moins bien. Donc il y a une nécessité sans doute d'inventer des nouvelles méthodes de formation. Et comme on est à Marseille, je voulais quand même citer une initiative qu'on vient de mener avec l'EJCAM, qui est l'école de journalisme de Marseille, à savoir qu'on a emmené une trentaine d'étudiants de master qui sont allés à Nouakchott en Mauritanie et qui ont pu pendant 15 jours travailler en binôme ou en trinôme avec des journalistes mauritaniens, une douzaine de journalistes mauritaniens. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on ne marchait pas sur les pieds des écoles de journalisme. Et c'était une façon aussi d'apprendre pour les uns et pour les autres à travers un partage d'expérience. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui n'est pas théorique, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être efficace. Et si vous me permettez, j'ai une question qui me frappe parce que je voyage aussi pas mal en Afrique. Est-ce que c'est pas mortifère cette association quasi systématique dans les formations, notamment, mais pas seulement, entre journalisme et communication? Le journalisme et la communication, notre combat quotidien, c'est de dire que c'est différent. On ne les met pas ensemble. D'ailleurs, quand on fait des formations, on demande souvent aux rédactions de nous envoyer les représentants pour être sûr d'avoir des journalistes. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont là, qui se définissent ou qui se disent journalistes, alors que si vous regardez un peu leur travail, ils ne le sont pas en réalité. Oui, je voudrais compléter ce que le président a dit. C'est tellement différent, à telle enseigne que chez nous, à l'ISTC, on a l'aspect information, donc journaliste, et puis on a 5 écoles à l'intérieur. On a des écoles qui forment au métier de la communication et on a des écoles qui forment au métier de l'information, dont l'école de journalisme. Donc, on n'a pas les mêmes contenus de formation et c'est différent. Quand nos étudiants sortent, que les médias les sollicitent pour les embaucher, on leur demande le profil qu'ils recherchent avant de pouvoir les orienter. Puisqu'on a les deux entités. Si c'est pour aller faire... je ne sais pas quoi dire, si c'est pour aller faire de la communication ou des relations publiques, ce n'est pas un journaliste qui doit faire ce travail-là. Donc, on essaie de les orienter. C'est vraiment différent et c'est des contenus différents de formation. Le journaliste, c'est l'information, c'est d'abord l'information et tout. Le traitement de l'information. Eh bien, ça sera le mot de la fin. L'information. Merci beaucoup.